Et avec moi sur ce plateau pour décrypter l'actualité de cette semaine, Isis Ascoberetta, chargée de projets éditoriaux à Cartooning for Peace. Vous allez nous apporter le regard des caricaturistes sur l'actualité de cette semaine. Merci d'être avec nous. Trésor Kibangula, journaliste à Jeune Afrique. On va parler avec vous notamment de la République démocratique du Congo. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, qui met ce mois-ci Donald Trump en couverture, évidemment, cette saison avec Donald Trump et nous. A priori, il s'en fiche. On aura l'occasion d'en reparler. Et Mustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint à Monte Carlo Doualiya. Alors, on va commencer à parler de la Turquie. Tout d'abord, un nouvel attentat a frappé Izmir cette semaine, quelques jours après l'attentat du Nouvel An à Istanbul. Et un véritable arsenal a été découvert dans la voiture des assaillants. Il y a eu 2 morts ainsi que 2 terroristes tués, mais le bilan aurait pu être bien plus lourd. Cette fois, l'attentat serait le fait du PKK. L'attentat d'Istanbul a été revendiqué par le groupe État islamique, vous vous en souvenez. Celui d'Izmir donc, serait le fait du PKK selon les autorités turques. La Turquie, elle est aujourd'hui assiégée de toutes parts et la purge après la tentative de coup d'État, elle la rend dans l'incapacité de se défendre face à ces menaces multiples. Elle est en tout cas dans l'œil du cyclone. C'est ce qu'on peut dire de Erdogan et son régime. Il y a une multiplicité d'ennemis intérieurs et locaux, beaucoup d'adversité. D'abord, l'État islamique, avec qui il avait montré une forme de complicité pendant de longues années et qui maintenant se retourne contre lui parce qu'il a passé un accord avec les Russes et parce qu'il a changé de stratégie dans sa guerre contre Daesh. Il y a l'éternelle obsession sécuritaire qui sont les Kurdes. On rappelle simplement que pour Erdogan, pour la Turquie, la spécificité kurde est quelque chose qu'il faut absolument combattre, éradiquer. Et puis, il y a aussi le réseau interne, le réseau dormant qui est celui de Fethullah Gülen, qui est une forme d'opposition intimiste à Erdogan. Donc autant d'éléments qui font que cette Turquie-là d'Erdogan est en train de subir ses coups de boutoir. Alors ce qui est extraordinairement intéressant à noter, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas encore arrêté l'assassin de la boîte de nuit. Mais ça justement, on n'a pas arrêté donc l'auteur de l'attentat d'Istanbul, mais est-ce que c'est pas justement parce que la police a été tellement victime de cette purge après le coup d'État qu'elle est dans l'incapacité technique d'arrêter cette personne? Ou alors on serait tenté par croire ces hypothèses qui nous indiquent que l'architecture sécuritaire d'Erdogan serait infiltrée par ces forces qui sont capables de mener ces opérations-là et qui sont capables d'apporter des coups durs à Erdogan sans en payer le prix immédiat. Et ça, c'est ce qui est inquiétant parce que ça augure de nouvelles opérations à venir et ça montre que l'avenir immédiat de la Turquie est tout aussi sanglant que son récent passé. L'attentat d'Istanbul, le terroriste aujourd'hui, le principal suspect en tout cas, on a une vidéo de lui, on le voit assez clairement. Comment expliquer justement que 6 jours après, il n'ait toujours pas été arrêté? Est-ce que évidemment il y a des complicités énormes dans le pays? C'est très difficile, à moins d'être très bien informé, de savoir exactement ce qui se passe dans l'appareil sécuritaire turc. Ce qui est sûr, c'est que les purges forcément ont eu un impact, puisque en pur nombre, on a éliminé des rangs entiers de la hiérarchie, et c'était des rangs qui, quelle que soit peut-être leur implication précédente avec le mouvement Gülen ou pas, avaient quand même un certain nombre d'informations, d'expériences, etc. Mais je pense que c'est surtout ce que tu disais, c'est la multiplication des ennemis et le fait d'avoir mis les mains dans le chaudron moyen-oriental qui a déclenché aussi cette multitude d'attaques de tous bords. Ce qui est très inquiétant, c'est que, en particulier pour nous qui vivons en Europe et pour nous Européens, c'est que la Turquie, c'est quand même le dernier rempart. Ça fait partie de l'OTAN, c'est la frontière sud de l'Europe par rapport au Moyen-Orient, et une grande fragilisation de la Turquie n'est pas forcément dans l'intérêt de l'Europe et de l'OTAN de manière générale. Il ne faut pas oublier qu'il y a des bases américaines, il y a une Sirlink, il y a toutes sortes de choses qui relèvent de la stratégie globale au moment où arrive un président américain dont on ne sait pas très bien quelle est son opinion, ni même s'il en a une sur ces questions. Et donc tout ça est extrêmement inquiétant. Ce qui est frappant aussi, c'est
comment en 5-6 ans le discours sur la Turquie a changé. Il y a 5-6 ans, on parlait d'un miracle turc, on parlait d'un boom économique, on parlait de... Il y avait un Premier ministre qui avait théorisé le néo-ottomanisme. Il y avait quand même une espèce de puissance comme ça qui était projetée, et on s'aperçoit que cette région est impitoyable. C'est-à-dire qu'ils ont lancé ce concept, ils ont mis les mains dans le chaudron et ils se sont brûlés. Mais est-ce qu'ils auraient pu justement éviter de rentrer dans cette guerre Mustapha a dit le mot-clé. Ils ont eu des relations incestueuses et probablement à la limite avec l'État islamique. Il y a clairement eu des trafics sur la frontière, du pétrole, de je sais pas quoi, des armes, etc. Donc forcément, le baiser avec le diable. Hein, je veux dire, après, il ne faut pas s'étonner quand ça se retourne violemment. Ce qui est très étonnant quand même, c'est l'effondrement sécuritaire. Ça, c'est très très étonnant parce que bon, il y a l'attentat d'Istanbul. Il y a quand même le fait qu'on a descendu un ambassadeur turc en plein milieu d'un quartier sécurisé. Enfin, je veux dire, pour ceux qui connaissent Ankara, c'est le quartier central le plus. Et puis c'était un policier aussi. Policier. Donc l'effondrement et encore une fois, le risque pour l'Europe est extrêmement élevé. En plus, on a des relations qui sont perverties par le dossier des migrants, donc on est dans un espèce de donnant-donnant, on a besoin de lui, mais en même temps, voilà, c'est très déstabilisant. Mais justement, si avant cette période, avant cet effondrement sécuritaire de la Turquie, elle avait été intégrée dans l'Union européenne, faisons un peu d'Uchronie, est-ce que aujourd'hui, ce serait plus dommageable ou ce serait, au contraire, elle serait plus sécurisée ? On aurait évité le glissement vers Erdogan, déjà ? À l'appartenance de la Turquie à l'Union européenne, pour beaucoup, c'était un cauchemar. Et ça a été un cauchemar qui allait peut-être se réaliser dans quelques années, mais c'était difficile à imaginer parce que... Mais ça a été une occasion ratée ? Alors, on pourra aussi vous dire que argumenter en faveur de ceux qui disent qu'il est impossible d'avoir la Turquie telle qu'elle est gouvernée maintenant comme membre à part entière de l'Europe. Parce que pour de multiples raisons, ce pays-là n'a pas une politique claire à l'égard de ces organisations terroristes. Et parce qu'à un moment ou à un autre, il a essayé de jouer avec le feu, de dîner avec le diable, d'instrumentaliser le diable, il y a cet effet boomerang qui arrive et qui, si on imagine que peut-être que si effectivement la Turquie était à l'intérieur de l'Europe, il n'aurait pas eu la marge de manœuvre et la liberté de faire ce qu'elle a fait ces derniers temps. Moi, je voulais simplement ne pas évoquer ce sujet turc sans évoquer un événement majeur qui est arrivé dans le monde arabe ces derniers temps. Il y a eu un attentat meurtrier qui a frappé Istanbul, qui a frappé la boîte de nuit, mais il y a eu un impact extrêmement important dans le monde arabe, notamment dans deux pays majeurs que sont le Liban et le Maroc, parce qu'il y avait des citoyens libanais, marocains et d'autres pays qui étaient dans cette boîte de nuit. Et on a eu un débat dans les réseaux sociaux selon lequel ces victimes-là ont été tuées deux fois. La première fois par les balles de terroristes et la deuxième fois par les réseaux sociaux qui les ont accusés. Oui, parce que dans ces pays-là, au Liban et au Maroc, on leur a dit que c'était un lieu de débauche et qu'ils n'auraient pas dû être là, ces victimes. On a fait leur procès. Alors justement, il y a eu cette réaction, à mon avis salutaire et salvatrice, d'initiative de la société civile, Stop à l'apologie du terrorisme. Et c'est au Maroc, par exemple, et il faut le citer parce qu'il faut saluer son courage. C'est l'initiative d'une journaliste marocaine qui s'appelle Nargis Arraï et qui a l'air d'avoir un effet viral sur l'ensemble de la société, des signatures de pas mal de personnalités politiques. Et on a eu une espèce de prise de conscience qu'à un moment ou à un autre, il faut déconstruire la logique qui fait de l'apologie du terrorisme une posture politiquement acceptable. Donc ça a été très salutaire par rapport à des sociétés comme le Maroc ou le Liban, ou demain peut-être l'Égypte. Il y avait aussi des victimes tunisiennes, des victimes jordaniennes. Enfin, c'est quelque chose, comme dit Mustapha, qui a beaucoup touché, mais on découvre d'un seul coup le dark web oriental, mais c'est pas nouveau, cette espèce de déferlement qui est rendu facile parce qu'il y a une impunité, on est derrière un écran, on écrit en arabe, ce qui veut dire qu'il faut que des gens puissent accéder à la langue arabe, etc. Donc ça,
ça, c'est clair, mais dans le même ordre d'idée, en Tunisie aujourd'hui, il y a un débat sur le retour, les revenants. Le monde arabe n'est pas exclu de ce choc qui frappe l'Europe, qui frappe le reste du monde, qui frappe la Turquie. Il y a un débat sur les revenants. Qu'est-ce qu'on va faire des centaines de djihadistes tunisiens qui sont probablement en train de s'exfiltrer comme ils peuvent du théâtre syrien, qui vont peut-être revenir? Et on a le même débat qu'en France. Des gens qui parlent de déchéance de nationalité alors que c'est constitutionnellement impossible. Des gens qui parlent de créer des camps d'internement. Donc on voit bien que c'est la même histoire touche ces pays comme l'Europe ou comme ailleurs. On va jeter rapidement un coup d'œil au dessin avant de passer au deuxième sujet. Qu'est-ce qu'en disent les caricaturistes ? Alors, on a un premier dessin d'Ivailo Tsvetkov, un dessinateur bulgare. Voilà, il reprend ces touristes avec leur backpack qui sont en train de regarder ces panneaux Istanbul Info sur lesquels c'est marqué « Vous êtes ici ». Et on voit bien sûr qu'ils ont la cible dessus avec cette arme, parce qu'il ne faut pas oublier le tourisme étant très important en Turquie. Cet autre dessin de Martin Wolterink, dessinateur des Pays-Bas, un dessin publié dans Cartoon Movement. Alors, lui, il a repris un peu cette scène dans la boîte de nuit où on voit cette balle qui vient casser cette verre de cocktail. Voilà, que c'était un peu la scène des fêtes qui est devenue une scène de deuil. Cet autre dessin de Osama Hajjaj, dessinateur jordanien, dessin publié dans Kegel Cartoons. Alors voilà un dessin qui en dit long. Voilà, on voit ces terroristes qui se nourrissent, qui s'abreuvent de lécher du sang turc. Cette énorme flaque de sang avec le drapeau turc. Un autre dessin toujours de Osama Hajjaj. Alors lui, on voit la mort avec son fusil qui vient aussi se mettre devant le croissant du drapeau turc. Et un dernier dessin de Machado, dessinateur brésilien, dessin publié dans le journal Extra. Et là, on voit justement le nouvel an, un nouveau-né, voilà, qui est déjà à la merci de la mort. Voilà, qui s'est son berceau en train de question de beaucoup de morts. On va continuer à parler du terrorisme parce que cette semaine, la France rend hommage aux victimes des attentats de janvier 2015. C'est déjà le deuxième anniversaire des attentats à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher. On se souvient de la gigantesque manifestation du 11 janvier 2015 avec tous ces chefs d'État, ces dirigeants qui étaient venus rejoindre Paris. Et depuis, l'indignation a succédé à la stupeur avec la multiplication des attaques en France. Cette peur des attentats, elle a transformé l'opinion publique française. Moi, je crois que si on était resté à uniquement Charlie Hebdo, le symbole serait demeuré plus fort et l'union sacrée française et internationale aurait été encore plus fort et plus construite. Mais entre-temps, il y a eu les Bataclan. Il y a eu autre chose. Il y a eu quelque chose de beaucoup plus grave, beaucoup plus sanglant, beaucoup plus meurtrier et beaucoup plus déstabilisateur. Et les symboles et les références sont encore à mon sens, émoussés en quelque sorte. Parce que le pays, la France, l'Europe sont entrés dans une logique de vivre sous la menace du terrorisme, sans pour autant donner l'impression, donner la certitude qu'ils ont trouvé la solution pour lutter contre ce terrorisme, pour lutter contre la radicalisation et pour protéger les sociétés contre ces menaces. 2 ans plus tard, en effet, les plaies aujourd'hui sont encore ouvertes. On constate lorsqu'on passe dans les rues de Paris ou de Bruxelles que les gens ont peur du terrorisme. On ne sait jamais quand est-ce que ça va frapper. Bon, c'est que ça va arriver encore. Donc, malgré les renforcements de dispositifs sécuritaires dans des villes européennes, le terrorisme est toujours là. Les nouveaux terroristes aujourd'hui, avec les usages de ceintures explosifs, on n'a pas vu ça en Turquie parce que les tueurs de la boîte de nuit est venu sans la volonté de se faire exploser. Il n'avait pas de ceinture pour se faire passer pour un martyr, mais aujourd'hui, avec juste son petit revolver ou des petits outils, on peut faire mal. Et mais ça, c'est le message du groupe État islamique, de dire frapper n'importe où, n'importe comment. La difficulté, c'est qu'on ne voit pas d'issue. On ne voit pas de fin, c'est-à-dire qu'il y a un conflit. L'état d'urgence a été prolongé. Il y a un conflit qui se joue au Moyen-Orient et dont il y a des avions, etc. Pour ceux qui ont lu le livre de Davet et l'homme et la polémique d'ailleurs sur les assassinats ciblés ou les liquidations, etc. Donc il se passe quelque chose. Les États se défendent, réagissent, mais nous, en tant que citoyens, population dans la rue,
on a l'impression d'être soumis à une menace totalement diffuse et qui peut nous toucher à n'importe quel moment. Donc forcément, les opinions sont à cran. Le mode opératoire peut changer. C'est une boîte de nuit, c'est des camions, c'est demain je ne sais pas quoi. Il y a quand même, j'allais dire, dans le monde média, la télé, tout ça, on est quand même surchargé de ces informations. Donc il y a une espèce d'anxiété permanente. Donc c'est très difficile pour les démocraties de résister. Ça pose la question de l'islam. Alors l'islam est devenu l'objet central de tout. Pour ceux qui ont vu Manuel Valls sur une chaîne publique française hier, le nombre de fois il a dit voile, islam, voile, etc. C'est devenu notre réalité. Et je trouve que finalement, si on prenait le bon côté des choses, je trouve que finalement, la France, là où je vis, mais je pense que c'est aussi le cas en Allemagne, peut-être aux États-Unis un peu moins, mais je trouve qu'il y a une forme de résilience quand même démocratique. Je trouve qu'il y a une forme de résistance. Je trouve que les gens ne sombrent pas tous dans une espèce de paranoïa anti-islamiste, anti-islam. Je pense que les gens arrivent encore à vivre ensemble, mais combien de temps ? Et à l'épreuve de quel autre attentat ? En Irak, François Hollande a promis que 2017 sera l'année de la victoire contre le terrorisme en disant que... Daesh, peut-être. Mais le djihadisme, ça, je ne sais pas si en 2017 on lui réglera son compte, parce que il y a de l'autogénération, il y a plus Internet, ils peuvent naître partout. Tout le débat, c'est ça, c'est comment on fabrique du djihad, comment on fabrique des terroristes, et c'est bien quelque part une idéologie, et l'idéologie, elle n'a pas besoin d'un territoire. Ce qui sera peut-être tué, c'est le thème du califat. Peut-être qu'on arrivera à tuer cette idée-là, mais ça n'empêchera pas des auto-radicalisés un peu partout d'exister. Et puis, je rappelle aussi, parce qu'on célèbre le 2e anniversaire de Charlie Hebdo, je rappelle simplement qu'au lendemain de cet attentat meurtrier, il y a eu une déclaration extrêmement forte de François Hollande promettant une coalition incluant les Russes et Américains pour lutter contre Daesh et l'État islamique et le terrorisme. Et moi, je date l'échec de cette lutte contre le terrorisme à partir du moment où il y a eu un échec de former cette coalition. À partir du moment où on n'a pas réussi à la former, on se retrouve avec beaucoup de pays qui luttent, chacun à sa manière, contre le terrorisme, contre Daesh, sans pour autant apporter l'efficacité nécessaire pour l'éradiquer. On a procédé à des raids aériens les plus massifs possibles, des assassinats ciblés comme Ziad vient de le dire dans un livre récent. Tout a été fait et pourtant jamais la menace n'a été aussi présente et jamais la menace n'a été aussi diffuse et jamais la peur n'a été aussi prenante en France ou dans les pays arabes aussi. Merci. Parce qu'il est aussi difficile aujourd'hui d'anticiper sur les modes opératoires du terroriste. Aujourd'hui, on s'est dit, voilà, ils ont attaqué les aéroports, on peut renforcer les dispositifs autour des aéroports, mais demain, lorsqu'ils frappent une boîte de nuit, on va renforcer là. Demain, après-demain, ils vont frapper, je sais pas, à une librairie. Donc du coup, c'est difficile pour les démocraties d'anticiper, de mettre des flics à côté des chaque citoyen. Merci à tous. On va marquer une courte pause et on va continuer cette semaine dans le monde. Restez avec nous.